Bon après-midi à tous. Je m'appelle Antoine Genet-Grégoire. Je suis professeur et chercheur à la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Comme Marie-Soleil, moi aussi, j'étais trop jeune pour être commissaire d'une des deux commissions sur laquelle on travaille aujourd'hui, mais on m'a donné quand même un mandat en lien avec cet anniversaire-là et ces réflexions-là. On m'a demandé d'animer un panel essentiellement où on va réfléchir, on va ouvrir la lentille un petit peu, puis on va se demander c'est quoi les autres domaines d'intervention publique dans lesquels on mériterait une réflexion d'experts. C'est quoi les autres domaines où ça ne nous ferait pas de tort de se poser des questions comme société, avec l'appui, évidemment, des experts et des chercheurs. Donc, on a réuni une brochette de sommités, à mon avis, de personnes qui vont aborder, qui sont des spécialistes de différents domaines, mais qui ont aussi une expérience un peu de cette interface entre l'expertise, la recherche et la formation des politiques publiques. On est déjà pas mal embarqué dans ce thème-là. C'est difficile, la transposition de l'expertise à des résultats concrets. Donc, c'est un petit peu ce qui va traverser, ce qui peut traverser, si vous voulez, la réflexion qu'on a dans ce panel-ci, qui nous sert évidemment aussi un petit peu de pivot vers la suite où on va parler de la politique, justement. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos 4 panélistes. Dans ce panel-ci, ils auront des présentations individuelles et donc, ils vont présenter à tour de rôle dans leur champ. Et ensuite, évidemment, on aura une période de questions et d'échanges avec vous. Donc, je commence sur notre panel. Cet après-midi, on a Joanne Castonguay, qui est commissaire à la santé et au bien-être du Québec. Son mandat est d'informer la population et les autorités sur le contexte, les enjeux, la performance du système de santé et de services sociaux et de conseiller le gouvernement dans ces domaines-là. Elle est économiste spécialiste des systèmes de santé et également une ancienne de l'Institut de recherche en politique publique et du Cyrano. Donc, le Cyrano traverse beaucoup de notre expertise. On a ensuite Catherine Hack, professeure titulaire au département de sciences économiques de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Elle est également directrice scientifique du groupe de recherche sur le capital humain et fellow du Cyrano. Et ses travaux portent spécifiquement sur l'économie de l'éducation et du travail, avec un accent sur le développement du capital humain et la transmission intergénérationnelle du revenu et de l'éducation. On a ensuite Louis Lévesque, qui est fellow invité du Cyrano, président du comité des politiques publiques de l'Association des économistes québécois. Monsieur Lévesque a été haut fonctionnaire au gouvernement fédéral. C'est notamment été responsable de affaires intergouvernementales, transport et infrastructure. Donc, vous allez voir que c'est des choses qui reviennent. Et dernier, mais non le moindre, mon collègue Alain Webster, professeur titulaire au département d'économique et au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable de l'Université de Sherbrooke. Il préside actuellement le comité consultatif sur les changements climatiques du gouvernement du Québec et sa spécialité, évidemment, l'économie de l'environnement. Il a notamment été vice-recteur au développement durable et vice-recteur à l'administration et aux relations gouvernementales de l'Université de Sherbrooke. Donc, sans plus attendre, je vais passer tout de suite la parole à Mme Castonguay pour un premier exposé sur les défis en santé. D'abord, je veux vous dire que c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui au Cyrano. C'est plein de souvenirs très agréables avec des visages qu'on retrouve après un certain temps. Je remercie aussi Robert qui a mis la table pour l'évaluation de la santé, des programmes en santé. Merci beaucoup. Et je dois dire que j'ai eu de la misère à faire un choix sur de quoi j'allais parler aujourd'hui, malgré que la question était comment les choses ont évolué ou si vous regardez le programme, qu'en est-il ou le rapport de la commission de révision des programmes, la commission permanente, qu'en est-il en santé aujourd'hui? Alors, en 10 minutes, comment j'allais vous présenter ça? C'était difficile. Et si j'avais su qu'il y aurait eu la discussion qu'il y a eu, que ça aurait été présenté de la façon dont c'était présenté juste avant, je vous aurais parlé probablement de l'implantation du commissaire, qui a justement pour rôle d'évaluer la performance, de faire des recommandations, de publier des données, d'être plus transparent, etc. Mais j'en parlerai à un autre moment. Alors, d'abord, qu'est-ce que je vais vous présenter? C'est plutôt des données de contexte. Quelques données de contexte, mais des éléments, c'est tous des éléments qui ont été inclus dans les différents rapports du commissaire depuis mon arrivée.
et aussi quelques recommandations sur la transformation de la gouvernance des systèmes de santé. Puis ça vous permet de faire le parallèle avec qu'est-ce qu'on retrouvait dans les rapports de la Commission de révision des programmes. Mais avant de faire ça, je vais juste montrer quelques données de santé de la population parce qu'on a dit, en fait, dans les conversations que j'ai eues souvent avec les gens pendant la pause, c'est finalement, notre santé n'est pas si mauvaise que ça. Alors, il y a une espèce de paradoxe. Et oui, quand on regarde les données de longévité, on voit que la longévité des Québécois par rapport aux Canadiens et par rapport à l'international, on a une excellente longévité, que ce soit à la naissance ou même notre espérance de vie à 65 ans. Mais on n'a pas les données pour l'espérance de vie en bonne santé. Et ça serait la vraie mesure ou la mesure dont on a besoin. Autre élément qui est positif, c'est la perception des Québécois par rapport à leur santé qui est excellente comparativement, soit au Québec ou à l'international comparativement, mais elle est en diminution. Alors ça nous donne un hint, en tout cas, ça nous suggère que la longévité ou l'espérance de vie en bonne santé est probablement en diminution, elle aussi. Les données dont on dispose sont 2017 puis commencent à se stabiliser. Les résultats plus directement attribuables à l'efficacité du système, on a 3 mesures. OK, là, je vous dis ça, là, c'est après une grosse étude, une revue de toutes les données disponibles pour essayer de trouver les indicateurs qui pourraient nous aider à évaluer l'impact du système sur la santé de la population. Il y a très peu de données qui sont comparatives à l'international ou comparatives au Canada. Donc peut-être que vous trouvez que ce n'est pas très satisfaisant comme ensemble de données, qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est parce qu'on n'a pas... On ne planifie pas de données, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de données. On n'a pas de plan intégré des données dont on aura besoin pour faire l'évaluation des programmes. Puis ça revient un peu à ce qu'on disait plus tôt, ou ce qu'on trouvait dans le rapport de Robillard qui disait la planification stratégique n'est pas orientée vers les résultats. La mesure des résultats n'est pas là. Donc, quand j'ai lu le rapport Robillard, je m'excuse, Mme Robillard, je vous appelle rapport Robillard, c'est pas bien beau, hein? Mais enfin, j'ai eu exactement la même réaction que j'ai eue quand j'ai pris le mandat de commissaire, c'est-à-dire qu'on sait quoi faire, mais on ne sait pas comment passer des idées à l'implantation, la mise en œuvre des idées. Et je vous donne quelques exemples d'idées qui ont été maintes et maintes fois répétées dans les multiples rapports de commissions d'experts sur les systèmes de santé, soit l'intégration des services, l'implantation du dossier patient électronique, l'évolution des mécanismes de financement. Est-ce que les mécanismes de financement sont liés aux objectifs? Les objectifs devraient être les résultats. La réponse, c'est non. Les investissements en prévention, c'est tellement logique, et les services interdisciplinaires, c'est-à-dire d'avoir une équipe multidisciplinaire en charge de la santé des individus ou de la population. Les pressions... Alors, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ça... Là, je me ramène à qu'est-ce qui était amené sur la santé dans le rapport de la commission. Et ce qu'on voyait, c'était que l'augmentation des dépenses publiques et sa proportion, la dépense de santé et sa proportion dans les dépenses publiques, on ne peut plus continuer dans le cours des choses, c'est-à-dire qu'on est rendu à près de 50 %. Ça ne peut plus durer, surtout dans un contexte où, en fait, le résultat, c'est que ça coince la capacité de dépenser dans les autres domaines. Et donc, si on regarde, on a un retard de plus en plus important au niveau des infrastructures. On aurait besoin d'augmenter puis d'investir davantage en éducation. Et c'est la même chose au niveau de l'environnement. Or, on est coincé à cause de la croissance, notamment à cause de la croissance des dépenses de santé. Alors, on a d'autres choix que d'innover. Ça aussi, c'est un élément qui faisait partie du rapport. En fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Quand j'ai regardé les différentes recommandations, je me suis dit, qu'est-ce qui est vrai encore parmi ces recommandations-là pour le secteur de la santé? Toutes les recommandations, ou à peu près toutes,
sont encore pertinentes, surtout dans le secteur de la santé. C'est-à-dire qu'on a vu des améliorations ou des tentatives d'amélioration, en tout cas au niveau de la planification stratégique au Conseil du Trésor. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Pour gérer une organisation, une agence gouvernementale, je peux vous dire que sur les résultats, on nous demande, on fait beaucoup d'allers-retours avec le Conseil du Trésor pour vraiment proposer des mesures de résultats qui ont une influence sur la population. Ce que je dirais aussi, c'est que dans les 3 éléments qui m'ont frappé le plus, alors il y avait la planification stratégique, l'élaboration, la qualité de la planification stratégique, l'élaboration de résultats, de mesures de résultats, et il y avait aussi une vision partagée, l'importance d'avoir une vision partagée pour être capable d'atteindre un objectif, puis d'aller chercher l'engagement sur cette vision-là. Tous des éléments qui sont inclus dans les 2 rapports gouvernementaux, des mandats gouvernementaux qui m'ont été confiés depuis 2020. Donc, un petit peu de données. Si on regarde les données, l'activité des médecins à partir des données RAMQ, donc c'est seulement les médecins qui sont payés à l'acte. Alors, il nous manque quand même quelques données. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a un déplacement de l'activité des 18 qui sont offerts ou des services qui sont offerts aux 18 à 64 ans vers la population plus âgée. Par contre, quand on regarde la taille ou le nombre d'activités, puis qu'on voit qu'il y a une diminution de 3,7 de l'activité des spécialistes qui s'est déplacée à 1,7 pour la population de 65 ans et plus, si on regarde juste au niveau de la taille, on part de 3,7 d'un très grand nombre à 1,7 d'un petit nombre, on se rend compte que la diminution semble être beaucoup plus grande que ce qu'elle apparaît être. En fait, excusez-moi, le transfert des activités n'est pas adéquat ou équivalent. Ce qu'on voit aussi, c'est une augmentation de l'activité des praticiens et des spécialistes pour les 65 ans et plus, qui est beaucoup plus faible que l'augmentation du nombre de personnes. Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer ces résultats-là ou ces données-là, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de l'activité dans le secteur privé. On peut voir aussi qu'on passe plus de temps avec les personnes plus âgées, donc il y a ça, puis il y a aussi la complexité des cas qui peut aussi influencer les résultats. Mais ça nous donne quand même une idée qu'il y a un déplacement de l'activité vers les personnes âgées. Peut-être ceux qui ne font pas encore partie de ce groupe-là peuvent le sentir que c'est vraiment de plus en plus difficile d'avoir accès pour la famille aux services de santé parce qu'il y a un effort considérable qui est mis auprès des personnes âgées dans les dernières années. On voit que c'est vrai. En fait, ces mêmes données-là, on a fait l'analyse pour les visites à l'urgence, les hospitalisations, et on reçoit les mêmes résultats. Et quand on regarde, le seul endroit où il y a une augmentation de l'activité, une augmentation nette, c'est pour les soins à domicile, et notamment beaucoup plus là, envers les personnes âgées, comme on pourrait s'y attendre. Alors, dans les dernières années, il y a vraiment eu un déplacement de l'activité. Les pressions sur le système de santé sont de plus en plus élevées. On en a entendu parler énormément. Et c'est ce qui a poussé le ministre ou le ministère à déplacer sa vision ou l'orientation du système vers une vision de santé populationnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une vision de santé populationnelle, c'est mettre beaucoup plus d'emphase sur la prévention, mais c'est aussi déplacer les activités des milieux hospitaliers vers les milieux de soins primaires. Pourquoi on fait ça? Si on regarde, là, vous ne verrez pas les données, c'est à peu près ça, mais si on regarde les déterminants de la santé, le système de santé n'explique que 20 de la santé de la population. Donc, agir sur les déterminants de la santé, ça se fait à l'extérieur du système de santé. Beaucoup, là. C'est sûr que guérir la maladie, c'est à l'intérieur du système. Là, c'est seulement pour vous dire qu'il y a énormément qui a été fait au niveau de faciliter la transformation, au niveau de faciliter l'accès à l'information. La loi 15 nous donne beaucoup plus de marge de manœuvre pour opérer les changements qu'on réclame depuis plusieurs années, mais ce n'est pas complété. Et il y a certains changements fondamentaux dont j'ai parlé plus tôt qui se font toujours attendre. Alors, parmi les éléments clés qui ne sont pas encore clairs, c'est la vision claire et partagée de là où on s'en va.
Ça, on parlait de compétences, de difficultés, etc. On recommence, à chaque fois qu'on recommence avec un nouveau groupe, c'est pas compris que la vision ou la direction qui est donnée par le ministre, c'est la santé populationnelle et l'amélioration de la valeur. Et ça veut dire que tu as toujours besoin de réapprendre qu'est-ce que ça veut dire avec chacun des nouveaux groupes. Et il y a une perte de temps et d'efficience. Donc, si on avait un champion qui se promenait, qui faisait, une fois que tu as fait ta commission, bien, qu'il y ait un des membres de la commission qui fasse partie de la mise en œuvre. Il faut qu'il y ait un transfert qui se fasse, un transfert de la vision puis de la compréhension de la direction qui est prise. Et ça ne se fait pas. On a fait une analyse, puis là, je vais le faire très rapidement. On a fait une analyse de la transformation de la gouvernance des systèmes de santé. On avait une revue de littérature, puis on est allé examiner qu'est-ce qui s'est fait, quels étaient les facteurs de succès de la transformation de la gouvernance dans toutes les provinces canadiennes, pour pouvoir soutenir puis faire des recommandations au ministère sur qu'est-ce que vous pourriez mettre en place qui améliorerait la transformation que vous êtes en train de mettre en œuvre. Donc, parmi les éléments qui sortent, puis là, c'est tous des éléments qu'on retrouve dans le rapport de la commission encore. Est-ce qu'on peut clarifier les rôles et responsabilités aux différents rôles, aux différents paliers et différents secteurs d'intervention? Quand c'est pas clair, quand il y a du chevauchement, il y a énormément de pertes d'efficience, puis ça déresponsabilise aussi les acteurs. Les systèmes d'information, la transparence, la planification des données dont on a besoin pour comprendre la situation et soutenir la prise de décision. Les mécanismes de financement, j'en ai parlé. Mais ce qu'il y a de plus important, en fait, il y a la stratégie audacieuse d'innovation, si vous voulez en parler. L'innovation ici, puis ça, c'est un des grands problèmes, c'est qu'on parle toujours d'innovation puis qu'on pense que c'est de la transformation technologique. Une fois qu'on a eu l'idée, comment on met ça en pratique et qu'est-ce qu'on doit changer au niveau de la régulation pour qu'on soit capable d'aller chercher les bénéfices de la transformation souhaitée? Et ça, il n'y a pas de compréhension. Il y a peu de travaux qui se font là-dessus. Et presque tout... Je ne vois pas dans les financements de la recherche et quand on nous demande d'intervenir sur les programmes de recherche qu'il y a de l'investissement sur cette partie-là de la recherche à l'innovation ou à la mise en œuvre dans la pratique. Finalement, la transformation de la culture est tout aussi importante que la transformation des structures. Elle doit être planifiée. S'il n'y a pas de planification ou de plan pour transformer la culture et adopter la vision, l'engagement, la nécessité d'innover, on n'y arrivera juste pas. Et ce qu'on dirait aussi, c'est que si vous prenez les mêmes gens puis vous les mettez dans une autre organisation, mais dans le même rôle, vous allez obtenir les mêmes résultats. Alors, vous pouvez en tirer les conclusions que vous voulez. Bon, bien, bonjour. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous dans les nouveaux locaux du Cyrano. J'avoue que je suis vraiment impressionnée. Donc, merci de m'avoir invitée. Merci de m'avoir permis de mieux comprendre ce qui s'était fait il y a 10 ans aussi, parce que moi aussi, j'étais très jeune et je venais d'arriver au Canada, donc je n'ai pas tout suivi. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici, de pouvoir participer à ce processus de réflexion-là. Donc, moi, ce qu'on m'a demandé, c'était de m'attarder surtout à la composante éducation. Donc, est-ce qu'on en a pour notre argent? Est-ce qu'on a un système qui fonctionne? Évidemment, je pourrais parler de ça tellement longtemps que là, il a fallu que je me restreigne puis je décide des choix. Donc, l'éducation, pour moi, ça commence dès qu'on rentre en service de garde puis ça finit quand on sort de l'université et même après dans la formation professionnelle. Mais pour les besoins de la cause et de respecter le temps de 10 minutes qui me reste, j'ai choisi de me concentrer vraiment beaucoup sur l'éducation primaire secondaire, qui est comme le socle des fondements de notre éducation. Donc, la première chose que je vous présente ici, c'est l'évolution des dépenses en éducation en dollars constants. Donc, on voit vraiment, là, je pars de loin, là, je pars en 1997, une date que j'aime beaucoup parce que c'était le lancement des services de garde à contribution réduite. Et je me rends jusqu'à aujourd'hui. Donc, en bleu, on a le Québec. En vert, on a l'Ontario. Et en rouge, on a le Canada. Donc, ce qu'on voit, là, c'est que historiquement, nos dépenses en éducation ont été quand même assez comparables, mais souvent en dessous, nos dépenses par élève, là, primaire, secondaire, en dessous de la moyenne canadienne et de nos voisins de l'Ontario. Mais dans les dernières années, vraiment, on s'est rattrapé. Puis ça vient, entre autres, avec toutes les renégociations qui ont eu lieu au niveau des salaires des enseignants.
Et là, la question qu'on peut se poser, c'est pour cet argent-là, parce que là, c'est des dollars constants. Donc, ça veut dire qu'on a de plus en plus d'argent qui rentre dans le système d'éducation pour l'éducation primaire, secondaire. Donc, est-ce qu'on a quelque chose en retour pour tous ces investissements-là qu'on fait année après année et l'augmentation des investissements qu'on fait? Il y a plusieurs façons de voir les choses. Donc, je vais commencer par vous parler des résultats PISA. Je pense que les résultats PISA sont intéressants à regarder et à suivre pour la simple et bonne raison qu'ils sont comparables à l'international et que les tests qui sont sous-jacents aux résultats PISA sont des tests intéressants qui mesurent vraiment une valeur ajoutée de l'éducation. C'est des tests qui sont bien faits, qui remontent l'intelligence des enfants. Donc, si on regarde, je présente ici mathématiques et lecture. Sciences ressemble beaucoup plus à lecture qu'à mathématiques. On n'est pas super bon en sciences, on pourrait s'améliorer. Donc, je vais brièvement parler des sciences, mais je me concentre sur mathématiques et lecture qui sont la base. Donc, si on regarde mathématiques, en bleu, on a le Québec. En rouge, encore le Canada. Et j'ai mis des pays comparables ou des pays qu'on aime beaucoup, comme la Finlande et la Suède. La Finlande en gris, la Suède en mauve. Nos voisins du Sud, vu qu'on en parle beaucoup en ce moment, je les ai inclus aussi. Ils sont en noir dans le bas. Là, la performance n'est pas top. Et l'Estonie, qui est un pays dont on parle peu, mais qui a souvent une très bonne performance à PISA. Donc, ce qu'on regarde, si on regarde en mathématiques, en bleu, là, le Québec, historiquement, a toujours été très bon. On est vraiment bon et on ne se le dit pas assez, selon moi. On est vraiment bon depuis 2000 en mathématiques. On passe les tests aux 3 ans et nos enfants, ce qu'il faut savoir, c'est que nos enfants, on a un quart de nos enfants qui sont en troisième année du secondaire et le reste qui est en secondaire 4, alors que dans tout le reste du Canada, ils sont tous en secondaire 4. Donc, on a un quart des enfants qui participent à ce test-là qui ont 1 an de moins d'éducation. Et malgré tout, on réussit à être dans les meilleurs en mathématiques. Par contre, si vous voyez 2022, là, on a pris une méchante débarque. OK? Ça, c'est la pandémie. C'est nos mesures de restriction pandémique. Et si on regarde en lecture, c'est encore plus catastrophique. Donc, en lecture, on était plutôt comme la moyenne canadienne. Et notre tendance était quand même assez flat. Et là, vraiment, là, en 2022, ça s'écrase complètement. On rejoint la Suède et les États-Unis qui sont dans des pays qui sont historiquement moins performants que nous. Et si on regardait les sciences, ça aurait un profil qui ressemble beaucoup à la lecture. Donc, est-ce qu'on devrait s'alarmer de ça tout de suite? Pas sûr. Attendons le prochain. Ça peut être transitoire. Mais chose certaine, si c'est notre nouvelle tendance, là, on devrait s'inquiéter. Ensuite, ça, donnez-moi une chance. C'est un peu compliqué. J'y ai pensé longtemps, mais je veux vous le présenter. Donc, je pense que c'est important qu'on comprenne ça, puis je pense qu'il y a peu de personnes qui le comprennent, qui connaissent pourtant les résultats PISA. Donc, je me suis concentrée sur PISA 2022, vu que c'est les plus récentes données, mais vraiment, là, si j'avais pris toutes les autres années, on aurait eu le même profil parce que j'ai déjà fait des études sur les inégalités PISA avec les autres données. Donc, ici, ce que je vous montre, en bas, là, c'est le score des élèves les plus performants, le 90e percentile, là, ceux qui n'ont pas de difficultés à l'école. Sur l'axe des Y, ce qu'on a, c'est les élèves les moins performants, ceux qui ont plus de difficultés, donc le 10e percentile. Donc, quand vous voyez un point comme le Québec, là, qui est en haut à droite en mathématiques, ça vous donne le score des élèves les plus performants et le score des élèves les moins performants. Donc, plus on se déplace vers le haut, en diagonale vers le haut, plus nos élèves sont performants et au bas et au haut de la distribution. Et la diagonale, là, ça vous permet de voir qui est plus égalitaire ou moins égalitaire que nous. Donc, si on est en bas, en rouge, c'est des pays ou des régions du monde qui sont plus inégalitaires. Si on est en haut, en vert, c'est des endroits où ils sont plus égalitaires. C'est-à-dire que l'écart entre les plus performants et les moins performants est moins grand. Donc, si on regarde en mathématiques, là, au Québec, quand même, on est bon. OK? Nos élèves les moins performants performent quand même relativement très, très bien par rapport aux autres élèves les moins performants dans des pays comparables. J'ai mis les mêmes listes de pays en vert, là, Estonie, Finlande, Australie. J'ai rajouté l'Australie parce que je me suis dit que c'était un lointain voisin. Donc, on est très, très bon. Par contre, si on regarde en lecture, là, vraiment, on est plus en milieu de peloton. Donc, à la fois, nos élèves plus performants et nos élèves moins performants ont une performance qui est un petit peu moins bonne, mais l'écart de performance n'est pas différent d'ailleurs. Donc, quand je vois dans les journaux qu'on est la province la plus inégalitaire, la pire, la plus toute qu'on peut imaginer de mauvais, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je l'ai prouvé plusieurs fois avec plusieurs ensembles de données. Ce n'est pas vrai qu'on est la province la plus inégalitaire en éducation. En tout cas, pas au niveau des résultats, peut-être sur d'autres dimensions.
Donc, ça, c'est les résultats de PISA 2022 sur les inégalités. Les autres années, c'est très similaire. Donc là, on pourrait se dire que hey, finalement, on en a quand même pour notre argent. Malgré tout, 2022 n'était pas top, mais en général, on performe très, très bien. Maintenant, si on regarde la diplomation au secondaire, ça, c'est un graphique que j'ai copié-collé du ministère de l'Éducation. Donc, on voit que la diplomation au secondaire s'améliore dans le temps. Là. Ça, c'est la ligne bleue, bleu foncé. Là. Mais quand on regarde l'écart garçon-fille, il est très important. Il se réduit un petit peu, là, mais ça, c'est aussi dû au fait que c'est la diplomation en 7 ans. Si on prenait la diplomation en temps voulu, donc en 5 ans, là, on aurait un portrait tout à fait différent. L'écart garçon-fille est le plus grand au Québec dans la diplomation à temps, donc en 5 ans, par rapport aux autres provinces. Et l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que le Québec est la province qui utilise le plus le redoublement. Le redoublement scolaire est utilisé ici comme mesure de remédiation beaucoup plus qu'ailleurs. Donc, nécessairement, nos taux de diplomation à temps, ils vont être toujours un petit peu moins bons que ceux des autres. Donc, quand on regarde la diplomation en 7 ans, somme toute, on s'est amélioré. Si on regardait la diplomation à temps, là, on n'aurait pas un portrait aussi glorieux. Donc, en ayant ça en tête, là, qu'est-ce qui se... Il ne faut pas que je m'éloigne, j'ai tendance à m'éloigner. En ayant tout ça en tête, je pense que la première chose qu'il faut se dire, qu'on devrait se dire, c'est quand on fait des investissements en éducation, il y a plusieurs objectifs. Il y a un objectif d'efficacité pour répondre aux besoins de la personne pour devenir un travailleur plus tard, mais aussi pour l'économie. Il y a aussi des objectifs d'équité. Puis les deux objectifs peuvent parfois entrer en controverse. OK? Donc, le but d'être le plus équitable possible et de performer le plus peut parfois causer un arbitrage qu'il faut discuter. Donc, quand on parle par exemple, à l'école privée publique, souvent, on va entendre dans les médias ou dans la population en général que si on abolissait l'école privée, tous nos problèmes d'inégalité seraient réglés. C'est pas aussi simple que ça, ce qu'ils disent, mais presque. C'est pas vrai. OK? Ça n'arriverait pas. Il n'y a pas grand-chose que je mettrais ma main au feu, mais ça, c'en est un. Je mettrais bien ma main au feu pour celui-là. Ça ne réduira pas les inégalités pour la simple et bonne raison que les inégalités sont présentes bien avant l'entrée au secondaire. On les voit très, très tôt, puis je vais vous parler des garçons si j'ai le temps. Donc, on les voit très, très tôt. Et ce qu'on a vu, c'est que l'école québécoise, pendant la pandémie, on a fait des analyses. Quand elle est fermée, les inégalités augmentent. Donc, vraiment, là, l'école québécoise est capable de réduire les inégalités. L'existence du privé, pour moi, n'est pas une question d'inégalité, non-inégalité, c'est plus une question d'équité. Quand on passe à l'école privée puis qu'on se pose des questions qui sont légitimes, il faut plus se poser la question au niveau de l'équité. Est-ce que l'équité d'accès est le même pour tous? La réponse, c'est non. Puis est-ce qu'on pourrait travailler là-dessus? La réponse, c'est oui, sans tout pitcher à la poubelle, un système d'éducation qui, somme toute, fonctionne quand même vraiment très, très bien, mais qui peut être amélioré. Quand on pense aux investissements en éducation aussi, puis là, je vais faire une petite parenthèse service de garde parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Les investissements en éducation, c'est aussi les investissements en petite enfance. Donc, tout l'investissement qu'on a fait depuis les années 97, c'est pas rien, c'est massif. Puis, on a documenté les effets sur la participation au travail des mères, pas notre équipe, mais d'autres équipes aussi. Ça a été vraiment un moteur qui a permis le travail des mères. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit continuer, dans lequel on doit continuer d'investir pour cet objectif-là. Par contre, si on s'intéresse aux investissements en petite enfance qu'on a fait pour le développement des enfants, là, l'histoire est vraiment pas aussi rose. Donc, tantôt, là, on a parlé, le panel d'avant parlait de est-ce que les services ont rejoint les plus défavorisés? Bien, nous, on l'a montré. La réponse, c'est en majorité non. Les gens qui allaient en CPE, les enfants qui allaient en CPE, c'était surtout des enfants de familles très favorisées. Donc, de ce point de vue-là, il y a encore du travail qui est à faire. Au niveau du travail des parents aussi, pendant la pandémie, on a fermé les écoles. Ça affecte directement le travail des parents et particulièrement le travail des parents vulnérables comme les mères monoparentales. Donc, à chaque fois qu'on fait des mesures de ce type-là, il faut se poser beaucoup de questions parce que ça affecte non seulement les enfants, mais aussi les parents. Donc, l'école, en tant qu'investissement, touche à beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut garder en tête. Pour moi, ce qui est clair, c'est que quand on parle de la qualité, là, quand on veut s'intéresser à la qualité, que ce soit en petite enfance ou plus tard, c'est vraiment les enseignants qui font la différence. Ça a été documenté beaucoup, là, mais c'est clair que c'est les enseignants. Donc, quand on pense à l'éducation puis qu'on va améliorer notre système, c'est les enseignants qu'il faut supporter avec des meilleurs
conditions de travail, ce qu'on a fait, mais aussi avec des meilleurs outils leur permettant de mieux faire leur travail. Donc, vraiment, investir dans les enseignants, je pense qu'on ne se trompe pas. Là, mon temps s'écoule, fait que je n'aurai pas le temps de parler de tout le reste, mais je vais rapidement parler de la sous-scolarisation des garçons parce qu'on travaille beaucoup là-dessus, puis c'est quelque chose d'important. Robert est là, justement, et Nicolas, qui travaille avec moi aussi sur la sous-scolarisation des garçons. C'est quelque chose qu'on sous-estime l'impact d'eux. OK? On l'a démontré dans notre livre, là, la sous-scolarisation des garçons, on la voit très bien à l'université. On a 6 filles qui graduent pour 4 garçons à l'université, tant au baccalauréat qu'à la maîtrise aujourd'hui. Quand on remonte dans le temps, là, on voit que au cégep, c'est la même chose. Au secondaire, je vous l'ai montré. Quand on regarde les mesures de développement quand ils sont petits, on a des écarts aussi. Et ça, c'est pas une façon de régler les inégalités sur le marché du travail pour les femmes. Ça, c'est une autre histoire pour laquelle j'appuie totalement les femmes. Mais quand on est dans le monde de l'éducation, c'est une autre histoire. Puis la sous-scolarisation des garçons devrait, pour nous, être aussi importante que le fait que les femmes ne gagnent pas un revenu de travail équivalent aux hommes. Puis il y a des actions à prendre là-dessus, puis ça va prendre beaucoup d'efforts et de concertation entre différents experts. Et là, je dépasse tellement que je vais arrêter, mais j'avais une autre slide. Pourtant, je n'avais pas fait beaucoup de slides pour être sûre. Donc, la seule chose que je voudrais dire, c'est, en finissant, je vais prendre 15 secondes de plus, on devrait quand même être très, très fiers de où on est rendu. J'ai déjà entendu un expert dont j'oublie le nom, puis c'est peut-être mieux que je ne le cite pas vu que je vais le critiquer, qui disait qu'on n'avait pas fait de progrès depuis les 60 dernières années. C'est totalement faux. On a fait des progrès immenses. Quand on regarde les travaux de Pierre Fortin sur comment on était peu éduqués, peu payés, les Canadiens français, qu'on voit où on est aujourd'hui, je pense qu'on a de quoi être fiers. Est-ce qu'on peut s'améliorer encore? C'est sûr. Et si on veut s'améliorer, une chose que je dirais que je vais laisser faire le reste, mais une des choses sur lesquelles on devrait miser, c'est vraiment la valorisation de l'éducation et des enseignants. On n'arrête pas de le dire, mais on le fait pas. On n'est vraiment pas bon là-dedans. Donc, valoriser l'éducation, valoriser les enseignants, c'est ça qui va faire qu'on va avoir un meilleur système parce que des enseignants, quand ils sont bons, ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc, on n'a pas besoin de leur dire. Donc, si on les appuie, qu'on les valorise, je pense qu'on va vraiment pouvoir avancer. Puis, une dernière affaire, l'école ne peut pas régler tous les maux. Les enseignants, on leur en met vraiment beaucoup sur le dos, là. Les services sociaux, les services de santé, tout le monde rentre dans les écoles pour essayer de faire son travail. Ce n'est pas une façon de fonctionner. Je pense qu'il faut départager ce qui est la mission de l'école, puis ce qui est la mission des services de santé, des services sociaux, de la famille, de l'environnement, puis essayer de redonner aux enseignants leurs responsabilités, puis de ne pas leur mettre sur le dos tous les maux de la société et de leur demander de résoudre tout ça. Donc voilà, je vais arrêter. J'ai vraiment trop dépassé, mais j'avais des bonnes intentions. Bonjour, merci bien de l'invitation. Ça ne pourra pas être aussi bon que ce qu'on vient d'entendre, c'est sûr. Là, vous allez être déçus, je vous le dis à l'avance. Changement climatique, si j'y arrive. Je recule, hein? C'est ça? Il y en avait vraiment beaucoup? OK. Changement climatique. On manque tout le temps de temps, fait que moi, c'est simple. Je vais commencer par la fin. Après, ça va être réglé. Je pourrais faire ça très, très court. Le secrétaire général des Nations unies nous a dit, il nous redit, l'un des plus grands défis de l'histoire de l'humanité est réussir à faire face à cette question climatique. On recule 10 ans en arrière. Rabia, M. Godbout, on ne peut pas dire que ça transparaissait il y a 10 ans qu'on faisait face au plus grand défi de l'histoire de l'humanité en 2015. Qu'est-ce qu'on se dit en 2015? Ben, il y a à peine 2 ans, le Canada s'était retiré du protocole de Kyoto. Quelle idée brillante! C'est le premier pays à l'échelle mondiale qui faisait ça, soit dit en passant. Le Québec débutait la mise en œuvre de son marché du carbone, qu'on avait commencé en 2013, partiellement, et 2015 avec l'ensemble des systèmes. Marché conjoint avec la Californie, adopté unanimement par l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale, soit dit en passant. Ça aussi, on ne se le dit pas assez, une capacité de cohésion dans un ensemble de politiques. On prend cet exemple-là, développé sous le premier ministre Charest, adopté sous la première ministre Marois, mise en œuvre sous ce gouvernement ensuite, poursuivi sous le gouvernement Legault. Donc, pendant 4 gouvernements différents, on a gardé à peu près la même stratégie, modulée selon les couleurs des partis politiques. On appelle ça la cohérence de l'État. C'est essentiel dans ce type d'enjeu. 2015, l'accord de Paris, on l'a attaché, mais à la fin de l'année. Donc, au début, dans vos rapports, ça n'existait pas encore. On est dans un flou à l'échelle internationale complet. Mais quand même,
La concentration de CO2 est de 400 parties par million, déjà. Et le rapport 5e du GIEC nous dit que c'est la décennie, qui finissait en 2015, la plus élevée en matière de température jamais connue de l'histoire de l'humanité. 10 ans plus tard, en 2025, les États-Unis se retirent de l'accord de Paris et se joignent à l'Iran et à quelques pays progressistes comme ça à l'échelle internationale. Ils sont 3 ou 4 comme ça à ne plus faire partie de l'accord de Paris. On se questionne aujourd'hui sur la tarification du carbone. On l'entend depuis quelques semaines. Et je ne pense pas que j'aurais dit la même chose il y a un mois. Mais si on regarde la couleur de la température, la température de l'eau, ces temps-ci, il y a quelque chose d'assez étonnant dans le discours public à l'échelle québécoise et canadienne qui a changé radicalement. Espérons que c'est juste une petite parenthèse. Mais donc, tarification du carbone, mais aussi mesures fortes qu'on a mis en place. Est-ce qu'on a bien fait d'interdire pétrole et gaz? Est-ce qu'on a bien fait de ne pas faire de pipeline? Est-ce qu'on a bien fait de vouloir abolir la vente des véhicules à essence en 2035 pour faire cette transition? On se re-questionne sur un ensemble d'éléments fondamentaux dans cette mise en œuvre. Pourtant, la concentration du CO2, elle continue à augmenter. On est rendu en janvier 2025 à 427 ppm. Ça ne veut rien dire, ce chiffre-là, si ce n'est que c'est le niveau de concentration du CO2 le plus élevé depuis 2 millions d'années. Et cette concentration est la résultante des activités humaines. Quand on se dit, est-ce qu'on change quelque chose positivement en matière d'éducation, de façon catastrophique en matière de perturbation du climat? Et puis, bien sûr, le dernier rapport du GIEC nous dit que la dernière décennie, c'est aussi la plus chaude de l'histoire de l'humanité. Donc, ma question est tout simple. Est-ce qu'on est en train, présentement, de nous inscrire collectivement du mauvais côté de la science, du mauvais côté de l'histoire et du mauvais côté de l'économie? Il me reste à peu près 7 minutes pour vous démontrer que j'espère que ce n'est pas le cas. Donc, transition climatique. Est-ce qu'on a comme enjeu à l'échelle internationale 5 simulations classiques en matière d'émissions? Le scénario 1.9 et 2.6 qui sont en bas, c'est les deux seuls scénarios compatibles à l'accord de Paris. On est carboneutre en 2050, on a quitté le volet énergie fossile, mais surtout, la température à la fin de l'année reste stable à 2 degrés Celsius de plus à l'échelle mondiale. Dans tous les autres cas, la température augmente jusqu'à la fin du siècle, mais elle continue et continuera d'augmenter après. Fait que le scénario en orange, 4.5, ça nous amène à peu près à 3 degrés de température. C'est la situation actuelle. Les engagements à l'échelle internationale nous amènent à peu près là, plus 3 à l'échelle internationale. Le scénario 7, on a doublé la concentration de CO2 à la fin du siècle. On continue le petit train-train quotidien en mettant peu ou pas de politique climatique. J'avais tendance à dire jusqu'il n'y a pas si longtemps, le scénario 8.5, on l'oublie. On a mis en place trop de politique pour que ça puisse arriver. Je me questionne aujourd'hui sur est-ce qu'on doit l'oublier. On est dans un modèle où la concentration de CO2 triple à la fin du siècle, plus 5 à l'échelle mondiale. Ça veut dire quoi, ces scénarios-là, plus 4, plus 5? Concrètement, ça signifie que les décisions qu'on prend aujourd'hui sont littéralement en train de dicter quel sera l'avenir de ces générations. Moi, je fais partie, avec quelques-uns et quelques-unes dans la salle, de cette génération née à peu près dans les années 50, 61 dans mon cas. Fait que je trouve qu'à 70 ans, avec la canne, c'est un petit peu exagéré. Il me semble qu'on pourrait être un peu plus agile quand même. Mais ce que ça signifie, c'est qu'on l'a vu, cette augmentation de température de 1,2 degrés Celsius. Pour la plus grande majorité des gens, là, nés en 80 après, vous allez continuer à la voir, cette variation de température encore, qu'importe ce qui se passe, jusque dans les années 40, 50, la température va continuer à augmenter. Et pour ceux qui sont nés dans les années 2020, c'est pas de la théorie, pour moi, c'est mes petites cocottes, j'ai le bonheur d'être grand-père, c'est Margot, Agathe, Anne. Elles ne connaîtront jamais le climat que moi j'ai connu et elles vont voir cette température. La question est toute simple, on parlait tantôt d'équité intergénérationnelle, est-ce qu'on leur laisse un monde à plus 2, à plus 3, à plus 4, à plus 5? Et ça, c'est nos décisions actuelles qui vont déterminer ça. Si j'emmène ça au Québec, ça veut dire quoi? On a publié cette petite analyse dans le comité consultatif que j'ai le bonheur de présider l'été passé. Je ramène ça au Québec. Vous voyez les 3 courbes, on a enlevé la première à 1,9 puis la dernière. Plus 2 à l'échelle mondiale, ça signifie qu'il fait plus 3 à la fin du siècle à Montréal. Et si vous êtes à Salouit, c'est pas plus 3, c'est plus 6 degrés. Ça, c'est le meilleur scénario possible. Le scénario actuel où on continue à mettre en œuvre nos stratégies, incluant le fait que le Canada est carboneutre à la fin
en 2050. Dans ce scénario-là, on est à plus 3 à l'échelle mondiale. Ça signifie qu'à Montréal, il fera plus 5 et que cette température va continuer à augmenter. Vous êtes à Saint-Louis, on est à une température encore plus élevée dans ce scénario-là. Et vous êtes en mode laisser-faire. On joue de la tronçonneuse, là, comme certains de nos voisins. On se ramasse avec une température à l'échelle mondiale qui va faire plus 4. À Montréal, cette température sera d'environ plus 7 degrés à la fin du siècle, ou en moyenne, si on le fait de façon scientifique, la moyenne des 30 dernières années sera de plus 6 degrés Celsius. Et si vous êtes à Saint-Louis, c'est près de 8 degrés en moyenne sur 30 ans et plus de 10 à la fin du siècle. Ça change complètement l'ensemble de cet écosystème. Ça veut dire quoi? Ben, ça change la perturbation, bien sûr, de la capacité de la forêt d'exister. Ça ne fonctionne pas, un écosystème forestier avec nos épinettes et notre écosystème qui a évolué dans un hiver, dans un climat nordique. Ça ne fonctionne pas à plus 10, c'est clair. Fait que si vous pensez qu'on a 2-3 enjeux de tarification avec l'industrie forestière présentement, c'est rien par rapport à la perturbation en matière climatique. Mais ce que ça veut dire en matière économique aussi, c'est que ces enjeux-là sont catastrophiques en matière de revenus. Petite analyse associée, bien sûr, à l'Institut climatique canadien. On se ramasse à la fin du siècle. Voyez l'écart entre le point le plus haut et le plus bas. C'est évidemment nos quintiles. Les personnes qui sont les plus affectées vont être les personnes les plus pauvres à l'échelle québécoise, à l'échelle canadienne. Et à l'échelle internationale, c'est les pays les plus pauvres qui vont être les plus affectés. Ces enjeux sont des enjeux d'équité générationnelle, mais d'équité en matière de revenus à l'échelle du territoire, c'est catastrophique. Et si vous allez dans le scénario à émissions élevées, notre scénario tantôt à plus 4 à l'échelle mondiale de température, bien, regardez les pertes de revenus anticipées à la fin de l'année. On parle de 20 de pertes de revenus. On parle de changement climatique. On ne parle pas de fleurs bleues, de belugas. On parle de pertes catastrophiques en matière économique avec des enjeux faramineux en termes sociaux et bien sûr des conséquences environnementales majeures. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, le message est simple, il faut s'adapter. Parce que dans ce scénario-là, la température va augmenter. Donc, le rapport que j'ai eu le bonheur de co-présider avec mon collègue Doranos sur l'adaptation est assez simple. On a fait face souvent à ces enjeux de perturbation environnementale. On répare les dégâts en se disant que c'était anecdotique. On sait maintenant que ce n'est plus le cas. On sait que ce n'est pas temporaire. On sait que ça va se produire plus fréquemment. Donc, il faut mettre en place un ensemble d'adaptations systématiques pour faire face au fait que le climat va continuer à changer jusqu'à dans les années 40, 50, 2040, 2050, qu'importe ce qu'on fait en matière de changement de température. Donc, dans le rapport qu'on a fait sur ces enjeux en matière d'adaptation, on a dit 3 axes fondamentaux. Travaillons sur le volet, bien sûr, écosystème naturel. Aidons la forêt à nous aider. Il ne faut pas, vous vous rappelez un peu, feu de forêt, on a l'impression que ça fait quelques décennies de cela. Pourtant, ça ne fait pas si longtemps. Donc, on voit l'impact majeur à l'échelle continentale de cette perturbation forestière. Protéger, bien sûr, la sécurité, le bien-être de l'ensemble des populations, c'est fondamental. Ça a des enjeux d'équité, de mortalité, de morbidité qui vont affecter les moins, bien sûr, nantis, les plus vulnérables. Travailler sur nos bâtiments et nos infrastructures qui vont subir des conséquences majeures en matière de perturbation. Donc, c'est notre structure économique. Et puis, quand je parle d'économie, faciliter l'adaptation des activités économiques. On a fait donc 5 axes. On a ramené ça à une vingtaine de recommandations, réparties ensuite dans différents éléments. Permettez-moi une petite parenthèse sur le volet, bien sûr, économique. Favoriser l'adaptation des activités économiques et du système financier face aux risques climatiques. Il faut faire quoi? Mettons-nous en place des feuilles de route secteur par secteur pour se dire comment intégrer l'adaptation à ce climat qui change. Vos fournisseurs qui sont où? Sont-ils à risque? Il se passe quoi si on ne peut plus livrer ça? Même chose sur le volet en matière de formation. Servir d'un organisme comme Hydro-Québec, par exemple, pour dire je vais investir massivement en énergie, il faut que je forme l'ensemble de mes fournisseurs pour que quelque part on puisse réellement intégrer ces enjeux de développement durable. Donc, amener dans la feuille de route de ces décideurs de PME au Québec, cette question de l'adaptation, c'est essentiel qu'ils puissent intégrer ça. Mais aussi, de façon plus spécifique en matière économique, intégrer plus d'approches pour accroître ces flux financiers vers le maintien de ces écosystèmes adéquats. Et bien sûr, intégrer dans l'ensemble de nos organismes financiers cette question climatique comme étant un élément essentiel en matière de responsabilité fiduciaire. Ça doit faire partie de l'enjeu de ces institutions financières que Québec gère
dans certains cas. Donc, on ne gérera pas le fédéral. Je m'intéresse à Québec. Et dans ce cas-là, vous avez une capacité d'intervention en matière financière. C'est votre devoir de faire ça. Sinon, arrêtez de vous occuper de l'environnement. Mais il ne faut pas juste faire de l'adaptation, il faut faire de la réduction. Ça va me prendre encore 1 minute ou 2, mais on va y arriver. Pourquoi on doit faire absolument de la réduction? Pour une raison très simple. On peut s'adapter quand la température a fait à l'échelle mondiale plus 2, plus 3. Mais plus que cette température augmente, moins qu'on est capable de s'adapter. Et donc, il faut, à l'échelle internationale, c'est la science, c'est la base. Il faut absolument réussir à s'adapter à ce niveau climat et en même temps, tout faire pour que, quelque part, cette température n'excède pas ce 2 degrés Celsius présenté comme étant, à l'échelle internationale, le seuil à ne pas dépasser. Budget carbone, ça signifie quoi en science? Ce n'est pas une opinion politique, là. Qu'est-ce que la science nous dit en termes simples? Si vous voulez maintenir la température à 1,5 comme augmentation, c'est de la physique. Plus que vous mettez du CO2, et à chaque fois que vous rejetez une tonne de CO2, elle reste dans l'atmosphère pendant plus d'1 siècle. Si on regarde ce qu'on a rejeté au total, 2650 gigatonnes de CO2. Pour maintenir cette température à 1,5, on peut en rejeter encore 235. En une décennie, on en rejette 410 gigatonnes. En moins d'une décennie, en 6 ans, on biffe à jamais la question que la température sera en bas de 1,5. Vous voulez fixer 2 degrés Celsius comme maximum, 1110 tonnes. C'est un budget, comme on fait un budget financier. La nuance, c'est que c'est irrévocable à l'échelle humaine. Une fois que vous avez fait ça, vous n'êtes plus capable de reculer en arrière. Donc, les décisions qu'on fait sont simples. Si vous échappez ça en matière de budget carbone, vous oubliez le fait que la température sera peut-être un jour en bas de 2, elle sera toujours en haut de 2 degrés Celsius. Ce que je vous ai mis dans le petit carré, juste en bas, que moi je ne vois pas, mais me semble intéressant dans la réflexion actuelle où soudainement tout le monde se met à dire que des pipelines vers le sud ou vers l'est seraient intéressants. On est rendu à 3-4 pipelines. Le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, qui n'est pas un groupe environnemental très militant, pourtant, est assez simple. On n'a pas besoin d'énergie fossile de plus. On en produit assez. Mais le rapport du GIEC est aussi très intéressant. Si on regarde la quantité d'énergie fossile qui vont être émis par ce qu'on a comme actifs actuels en matière d'énergie fossile pour leur durée de vie normale, si on ne change rien dans ces enjeux-là, c'est estimé entre 500 et 1000 gigatonnes. Sans rajouter un puits de carbone ou un pipeline à l'échelle mondiale ou une mine de charbon, sans rien rajouter, avec le stock actuel qu'on a, on va produire jusqu'à 1000 gigatonnes, assez pour faire plus 2. Et malgré ça, on ose nous dire que ça serait une bonne idée de réfléchir à 1, 2 ou 3 pipelines soudainement. Donc, qu'est-ce que l'agence nous dit? C'est pas compliqué. Il faut décarboner. Et les États riches comme nous, ça devrait être une cible 2045. 2 décennies, 2 fois le temps qui s'est passé entre aujourd'hui et le moment où vous avez remis le rapport. C'est vite, vite, vite pour réussir à changer un ensemble de ce type d'infrastructure. Et ça doit s'appliquer dans l'ensemble des secteurs. Ça veut dire quoi? Ça signifie qu'il faut absolument, on parle de fiscalité, utiliser l'ensemble des leviers de l'État et en particulier ces leviers d'éco-fiscalité. Qu'est-ce que la Banque mondiale nous dit? Mais la Banque mondiale, comme l'OCDE, comme le FMI, comme le GIEC, comme tout organisme économique crédible et pertinent qui regarde cette interaction environnement-économie, c'est simple, les instruments de tarification du carbone sont l'un des outils les plus efficaces pour aider les pays à réduire leurs émissions. Vous voyez la position du Québec, petite ligne bleue avec la Californie. Vous voyez la bande en jaune, c'est le montant minimal par la Banque mondiale, la fourchette prévue par la Banque mondiale pour atteindre nos objectifs de 2 degrés Celsius. Notre tarification carbone n'est pas trop élevée, elle n'est pas assez élevée pour faire cette transition. Pourtant, ça ne semble pas tout à fait à la mode, pourtant. Puis on parle de tarification carbone. On n'a pas parlé, bien sûr, du fait que cette taxe sur l'essence, elle est la même depuis plus d'une décennie, depuis le temps que vous avez remis vos rapports. Même pas indexée. On fait un cas d'exception. C'est assez étonnant quand même. J'achève. Qu'est-ce que le FMI nous dit? On fait face à un trilemme hyper passionnant en matière de politique publique. On est pris pour mettre en place des mesures faisables politiquement, conformes à nos objectifs climatiques, et qui vont respecter les finances publiques. C'est un défi faramineux. Il faut donc faire quoi? Utiliser tous les leviers, mettre en place des mesures éco-fiscales efficaces, mettre en place des mesures réglementaires qui vont favoriser l'innovation et faire des vrais changements, et maintenir ces mesures dans le temps.
Et puis, bien sûr, il va falloir augmenter la dépense publique en matière d'infrastructure pour faire cette résilience par rapport au climat notamment et par rapport à la production d'énergie. Donc, en conclusion, est-ce qu'on peut être encore optimiste sur la question climatique en février 2025? Ben, ma réponse est oui. J'ai le privilège, à mon âge, de mettre ce que je veux dans la vie. J'aurais pu prendre ma retraite et me dire que ça ne m'intéresse pas, mais je suis convaincu que c'est encore faisable. Et pour tenter de vous convaincre, 2 exemples. La contribution déterminée à l'échelle nationale de chaque État qui vient d'être fait en Angleterre au 31 janvier 2025, après donc ce changement de direction américaine, nous dit la cible en 2035, dans une décennie, c'est une réduction de 81 % des émissions par rapport à 1990. Défi faramineux. Vous vous intéressez plus à la finance? Ben, je vous invite d'abord à aller lire la déclaration de Peoples avec un ensemble de partenaires qui nous a dit, à peine le 10 février 2025, et là, je cite textuellement, c'est quand même trop intéressant, étant donné les preuves évidentes de la matérialité du risque financier posé par le changement climatique, gérer les impacts et prendre en considération les risques et opportunités liés devient un composant essentiel du devoir fiduciaire des investisseurs. Vous devez intégrer ces enjeux. Et donc là, il y a une politique publique à faire là-dessus. Si le fédéral ne le fait pas, le Québec joue son jeu avec l'agence, bien sûr, financière dans cette approche-là, et que les institutions financières jouent le rôle qu'elles ont à jouer pour aligner plus de flux financiers vers la création de biens communs et de bien-être collectif. On sera tous plus heureux. Merci beaucoup. Bonjour. On finit sur une note beaucoup plus optimiste, comme vous savez. Les infrastructures au Québec sont en excellent état. On a un plan à long terme qui intègre l'adaptation au changement climatique. Non, j'ai rien fumé depuis le... Donc, ça, vous voyez, c'est le pont de l'île aux Tourtes, qui est un exemple de... Ça fait 25 ans qu'on sait qu'il faut le changer ou le remplacer, mais on attend tellement que là, il faut fermer des voies, etc., etc. C'est essentiellement le message de ma présentation. Donc, 2 éléments, des constats puis des réformes proposées de gouvernance. En fait, il y a quand même eu des améliorations. Si vous remontez dans le temps, ceux qui sont assez vieux pour ça, il y avait beaucoup de constructions dans les années 60-70. Puis dans les années 80-90, on a dit une fois que c'est construit, ça ne coûte rien, on oublie ça. Et en plus, il y avait des compressions budgétaires. Dans ce temps-là, on était en comptabilité de caisse. Ce qui veut dire, quelle est la chose la plus facile à couper pour pas qu'il y ait personne qui crie demain matin, sauf peut-être des entrepreneurs en construction, mais ça n'est pas beaucoup de votes. Donc, on coupe l'entretien, le maintien d'actifs et les investissements en infrastructure. Et on a finalement redécouvert qu'il y avait des problèmes ou des enjeux au début des années 2000, aidés un petit peu par les programmes fédéraux, mais beaucoup par la comptabilité d'exercice. La comptabilité d'exercice vous permet de dire c'est pas une dépense budgétaire immédiate, donc vous pouvez, dans le fond, faire ça sans impact sur le solde budgétaire. Et là, on voit le bleu, là, ce sont les investissements au Québec en infrastructure. Ça a augmenté. Le viaduc de la Concorde, le rapport Johnson, bien, ça a aidé aussi pour ça. Mais malheureusement, par la suite, la mémoire étant courte, ça a redescendu. Mais là, si on se rapporte maintenant un peu plus tard, bien là, en 2016, 17, 18, on est en surplus budgétaire. Les gouvernements décident, ça avait été commencé par le gouvernement libéral, mais je commence en 2018, on a augmenté massivement le plan québécois des infrastructures, 50 %. Bravo. Donc, la situation des infrastructures devrait s'améliorer. En plus, on a aussi maintenant un plan sur 10 ans, ce qui s'appelle le PQI, le plan québécois des infrastructures, donc dans lequel on dit l'intention, ce qu'on a de faire. Et dans le PQI, vous allez trouver l'analyse suivante qui s'appelle le calcul du déficit de maintien d'actifs puis l'indice d'état gouvernemental des infrastructures. Donc, pour comprendre, le vert, c'est beau. Donc, il y a A, B, C. En parfait état, c'est A, B, c'est un peu détérioré, c'est correct. D et E, dans le fond, ça mesure des choses qui doivent être réparées. Et vous avez 2 types de dépenses de maintien d'actifs. Des dépenses en haut à gauche qui sont... Bien, j'ai des actifs qui ne sont pas encore en déficit de maintien d'actifs, sont encore ABC.
mais je dépense pour rallonger leur vie utile. Toutes les études d'ingénieurs montrent que ça, c'est des investissements extrêmement rentables. Et il y a de l'autre côté, bien, je résorbe le déficit de maintien d'actifs, donc j'investis sur des actifs qui sont déjà dans D ou dans E et je les ramène à A, B, C. Donc, ça, c'est la logique. Et on a un plan et on a investi massivement dans le PQI. Tout devrait bien aller. Ça, c'est le déficit de maintien d'actifs, l'évolution du déficit de maintien d'actifs dans les 6 dernières années, qui est passé de 20,8 milliards à 37 milliards. Vous ne serez pas surpris d'entendre que le réseau routier est le plus important élément qui constitue le déficit de maintien d'actifs. Vous pouvez dire, est-ce que ces chiffres-là sont corrects, pas corrects? Partie de la réponse, c'est on ne le sait pas. C'est que ça, c'est cuit au Conseil du Trésor. Il n'y a pas de document public. Il n'y a pas d'experts qui regardent ça. Puis je vais revenir au point de Robert. La transparence, faire des analyses pour montrer est-ce que c'est correct. Et si vous croyez le 37.1, ça va vous donner une idée de ce que je pense de ça. Vous croyez, tel qu'il est mis dans le PQI actuel, que le déficit de maintien d'actifs total du réseau de la santé et des services sociaux, donc la somme que ça prendrait pour mettre tous les établissements du réseau de la santé et services sociaux dans un état acceptable, l'évaluation au PQI 2024-34, c'est 3 milliards. Maisonneuve-Rosemont va coûter ça. Si vous pouvez faire une belle tournée du Québec, aller à l'hôpital de Hull ou à Québec, l'hôpital Saint-François-d'Assise, ou etc. Je pense que vous allez vous convaincre. On a construit des hôpitaux modernes à Montréal. Il y en a un qui est en train d'être construit à Québec, le finalisé à Québec. Il y en a quelques-uns, mais il y a un parc, etc. Et là, on n'a pas parlé des équipements médicaux. On fait juste parler des structures. C'est là-dedans aussi, les équipements. Donc, 3 milliards, alors qu'on dépense 50 milliards par année en santé. Mais donc, pourquoi ça augmente alors qu'on a augmenté le déficit, on a augmenté le budget du PQI? Ça, c'est un histogramme en bleu. On compare l'augmentation du budget total du PQI, qui est 52 %. Le maintien d'actifs a été augmenté de 50 %, mais surprise, surprise, les bonifications ont été augmentées de 71 %. Et là, bien, 50 %, c'est quand même pas pire. Oui, mais il y a un petit problème qui s'appelle l'augmentation des coûts dans la construction. Ça, c'est le syndrome, je mets toujours 20 $ d'essence de 20 $ dans mon réservoir à essence. Oui, mais ça ne va pas aussi loin. Et donc, les coûts ont augmenté de 41 %. Donc, l'autre façon de comprendre ça dans cette période-là, 2018-2024, c'est en fait, les budgets de maintien d'actifs ont augmenté de 9 % en termes réels. 50 moins 41 approximativement. Bien, pendant ce temps-là, le déficit de maintien d'actifs a augmenté de 78 %. OK? Nous sommes sur la bonne voie. Mais ce qui est encore plus rassurant, bien, le déficit de maintien d'actifs augmentait passablement. La barre de gauche, c'est 2018-2022, c'est la dépense moyenne en maintien d'actifs en termes réels, ajustée pour l'inflation. Donc, on dépensait 9 172 millions en moyenne. Durant ce temps-là, le déficit de maintien d'actifs galopait à la hausse. Nous avons 2 bonnes années, 2023-2024, où on a augmenté quand même un peu. Mais si vous, dans le PQI, dans le fond, 2024-34, la prévision pour l'avant-dernière barre à droite, c'est 8 610 pour les 4 années entre 2025 et 2028, ce qui est plus bas que durant la période durant laquelle le déficit de maintien d'actifs augmentait beaucoup. Je ne pense pas que ça prend un économètre pour comprendre la trajectoire probable du déficit de maintien d'actifs. Et on nous propose que ça baisse encore, OK, dans les années futures. Il y a un enjeu. Donc, on pense, en tout cas à l'ASDEC, on pense qu'on devrait renverser ces réductions-là. Mais là, il faut comprendre pourquoi il y a des réductions. Bien là, c'est le lien avec les finances publiques. Parce que, en comptabilité d'exercice, vos dépenses d'infrastructure n'augmentent pas votre déficit instantanément, mais ils augmentent votre dette. Et c'est là qu'on revient notamment à la décision du gouvernement de payer une baisse d'impôts en réduisant les versements au Fonds des générations. C'est quoi le rapport? Le rapport, il est direct. Les infrastructures sont la cause la plus importante d'augmentation de la dette depuis les années 2000. Mais les versements au Fonds des générations, ce que ça fait qu'on paye une partie de ces immobilisations-là comptant, ce qui réduit l'impact sur la dette. Donc, en réduisant les versements au Fonds des générations,
on a réduit cet effort-là. Et donc, on est obligé, pour limiter l'augmentation de la dette, de réduire les investissements en infrastructure. Pourquoi c'est un problème? Bien, je reviens à ce que mon intervention de ce matin. Pour moi, avant tout, c'est un enjeu d'équité intergénérationnelle. Laisser une dette, il y a une dette financière, mais laisser des infrastructures en mauvais état, c'est aussi une dette pour nos enfants qui se fait au moment, en raison de la transition climatique, où il va y avoir besoin d'énormément d'investissements. Vous avez entendu parler qu'on a un petit problème de déficit de logement. Vous avez peut-être entendu parler qu'il y a des problèmes des infrastructures municipales, notamment la création de piscines à chaque fois qu'il y a une pluie dans les viaducs à Montréal. Donc, les changements climatiques font qu'il y a plus d'événements extrêmes. Les conduites d'égout n'ont pas été pensées pour ça. Il faut vraiment investir pour éviter ces choses-là. Donc, additionner. Oh oui, j'oubliais. Hydro-Québec a des plans pour augmenter sa capacité de production d'électricité. Bravo. Mais tout ça, c'est de la dette garantie par le gouvernement du Québec. Donc, l'endettement est relié là-dedans. Et l'autre chose qu'on ne parle pas suffisamment, c'est... On n'est pas en 1970, là. Regardez la structure de population. Des jeunes en chômage qui vont être prêts à aller travailler à Bay James, on n'a pas ça du tout, là. On a un enjeu fondamental de capacité dans l'industrie de la construction qu'on a vécu d'ailleurs en 2022, parce qu'au moment où, justement, les investissements ont été augmentés, l'inflation, 10 par année, l'augmentation des coûts. Là, bien, on a coupé, là, ça a ralenti un peu l'inflation des coûts. Mais si vous rajoutez des projets pour des batteries, plein de logements, les infrastructures municipales, les besoins d'Hydro-Québec et ce que ça va prendre pour remettre les infrastructures en état, moi, je ne vois tout simplement pas comment tout ça additionne à la capacité de l'industrie de la construction dans les 10-15 prochaines années. Et je suis prêt à être convaincu autrement, mais je n'ai pas vu de rapport qui me montre ça. Évidemment, il y a l'aspect économique, qui est ça nuit à la performance économique d'avoir des infrastructures en mauvais état. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bien, première chose, besoin d'un financement adéquat pour le maintien d'actifs. On a parlé, entre autres, la taxe sur l'essence n'a pas été augmentée. C'est la principale source de fonds du Fonds du réseau de transport terrestre. Et conjointement et solidairement irresponsable, on peut dire à la fois au Québec. On n'a pas de péage sur les autoroutes au Québec, mais au fédéral, on devait avoir un péage sur le pont Champlain, mais le gouvernement de M. Trudeau a décidé que non. Tous les péages avaient été abolis en 92, mais les péages au Canada, ça n'existait pas. Mais je pense que ça reflète le fait, dans l'opinion publique, c'est « j'ai déjà payé pour ça ». Puis malheureusement, bien, les gens, ils ne sont pas tous des économistes, ils ne comprennent pas ce qu'on appelle, les économistes, le Q de Tobin, R plus delta. C'est-à-dire le coût du capital, c'est l'intérêt, mais plus la dépréciation. Et c'est un coût permanent, il faut toujours mettre l'argent. C'est un peu comme... Mais ça, les gens le comprennent intuitivement dans leur maison. Parce que ils savent qu'il faut continuer à rénover, etc., mais ça a l'air que nos gouvernements ne sont pas capables de comprendre ça. 2 réformes. Donc, première réforme, budget séparé pour le maintien d'actifs. Le PQI mélange les deux, ce qui fait que les investissements pour le maintien d'actifs sont en concurrence avec les bonifications. Je n'ai pas besoin de vous expliquer la dynamique politique qui fait qu'on préfère toujours couper un nouveau ruban que de dire on va juste refaire la route existante ou rénover l'hôpital existant. Et je pense qu'il y a besoin d'un test des analyses beaucoup plus solides sur les bonifications pour déterminer les solutions les plus efficaces. Moi, maintenant, je suis un citoyen de première classe. Je vis dans Jean Talon, à Québec. Et suite à une élection partielle, mon gouvernement peut décider d'investir 10 milliards dans un projet. Ça fait cher du citoyen là, dans la circonscription. J'en dirai pas plus. Et je reviens au point de Robert que je pense est absolument fondamental, c'est la question de la transparence. Transparence, on a recommandé depuis plusieurs années qu'il y ait un directeur parlementaire du budget. En Ontario, le directeur parlementaire du budget a fait un portrait complet de l'état des infrastructures municipales et provinciales. Il a obtenu les données des ministères parce qu'il y a une autorité législative pour les obtenir. Ce qui donne au moins un portrait. On n'a pas ça au Québec. On a le sérieux qui fait les infrastructures reliées à l'eau, mais on n'a pas de portrait global. Et l'autre chose, c'est tout l'aspect méthodologique. Je travaillais au ministère des Finances à Ottawa dans les années 90. À un moment, il y a quelqu'un qui a dit c'est plus le ministère qui fait des prévisions économiques. Vous ne pourrez pas jouer avec ça. Vous allez asseoir les économistes du secteur privé, etc. C'est pas parfait, mais c'est pas mal mieux que
le ministre aimerait vraiment que, quand il y a un comparateur de ça, c'est la prévision moyenne du secteur privé, puis toi, tu vas être 1 2 1,5 de plus au PIB nominal, bien, c'est correct que le ministre décide ça. Il a juste à expliquer sa décision devant l'opinion publique. Tout à fait correct que les ministres décident. Puis je pense qu'en matière d'infrastructure, nous n'avons pas actuellement l'information qui ferait que le public comprenne l'urgence de l'enjeu et que des choix ne peuvent pas se faire indépendamment à la fois de la capacité financière et de la capacité de l'industrie de la construction. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Puis là, j'ai plein de sources que vous aurez par la suite. Merci beaucoup. Oui, c'était moins pire que les autres présentateurs. Donc, quand on réunit une brochette d'experts passionnés, on prend des risques avec son budget question. Donc, je vais comme directement... C'est ça. Il en reste moins que ce qui était au plan original. Donc, je tournerai directement le micro vers la salle pour prendre vos questions, justement. Oui, Jean-François Lefebvre, chargé de cours en études urbaines à l'UQAM. Je vais poser une question, en fait, peut-être notre dernier conférencier, mais aussi à Alain Webster aussi. Là. Un exemple qui n'a pas été abordé du tout, mais qui rentre dans ces enjeux-là, c'est la question du transport en commun. Donc, ça fait le lien. On a parlé de la crise climatique, on a parlé de réduire les coûts s'il y a une façon de le faire. Je mets dans un contexte que Québec, Montréal, Gatineau, Laval et Longueuil ont des projets de tramway, okay? Donc, qui sont à différents niveaux. Okay? La Ville de Montréal, son plan d'urbanisme et de mobilité qui va être adopté d'un jour à l'autre avec un véritable réseau de tramway maintenant moderne qui est planifié. Et là, on rentre, puis ça fait un lien, là, c'est que là, on parle d'infrastructures qui sont des investissements qui permettent de réduire la dépendance automobile et les coûts associés à ça. Donc, ma question est à deux niveaux. D'un côté, comment faire pour réussir à transférer plus de sous vers le transport collectif? L'Ontario, des progressistes conservateurs, mettait 70 % du budget d'infrastructure pour le transport collectif. Le Québec, on fait l'inverse. Donc, donc il y a un potentiel là, avec des nuances, là, j'arrondis, et d'autres sources de financement, et ça m'amène à lancer peut-être la question d'éco-fiscalité. Peut-être, M. Webster, si vous avez aussi certaines pistes qu'on n'a pas eu le temps de discuter tout à l'heure, là, mais qui pourraient rajouter des pistes sur l'utilisation de l'éco-fiscalité, justement, comme outil pour sortir de ces crises générales qu'on a, là, qui sont toutes reliées. Je vais faire juste un commentaire pour les projets de transport en commun, puis pour comparer avec le réseau routier. Pour moi, la séparation des budgets, c'est important pour notamment, on ne devrait plus construire de route point final, on devrait entretenir celle qu'on a, puis dans le budget des nouvelles infrastructures, le transport en commun devrait prendre une place importante. Mais actuellement, puis je me souviens des comparaisons, le transport en commun reçoit moins que le réseau routier. C'est des pommes des oranges. Il y en a un qui est un réseau mature qui doit être entretenu, pas en construire davantage, puis il y en a un autre qui doit être développé. Puis évidemment, il y a toute la question de la pandémie puis du modèle financier des sociétés de transport en commun. Ce sera un autre sujet. Je pense qu'il est optimiste sur le volet de transport. On a quand même adopté, on parle du volet historique tantôt d'il y a 10 ans, enfin la réforme de nos OGAT 35 ans plus tard. Et donc, dans cette stratégie des OGAT, nos orientations gouvernementales en matière d'aménagement, l'ancien ministre des Affaires municipales va me dire oui, bien sûr, ça permet de se dire comment on va aménager nos villes, comment on va les densifier, comment on va travailler adéquatement pour réduire ses besoins de déplacement, ses durées. Donc, cette question de transport en commun, ce n'est plus seulement une question de on sort les véhicules en matière essence et on fait des gains en matière de réduction des gaz à effet de serre, mais c'est aussi une question économique, c'est aussi une question comment on aménage adéquatement ces dépenses publiques pour être plus efficaces. On a de la misère à le comprendre à Québec sur cet aspect-là. Et paradoxalement, en Ontario, on semble l'avoir très, très bien compris. Quand on regarde l'ensemble de l'ampleur du financement en matière de transport en commun, y compris le financement venant du fédéral en Ontario sur le transport en commun, on se demande comment ça se fait que le financement d'un transport en commun à Québec, pour ne pas parler de Jean Talon, semble si compliqué à gérer à l'échelle fédérale aussi, alors que c'est aussi un gain en matière de productivité économique. C'est à la fois des réductions de GES essentielles
et c'est à la fois un gain, je pense, essentiel. Fait qu'il faut relancer cette réforme en matière de transport en commun, et on en parle beaucoup à l'échelle municipale. Montréal, tu l'as mentionné tantôt, Montréal, Québec, Gatineau. Je peux pas m'empêcher de vous dire que lundi, moi, j'ai eu le bonheur, en laissant ma voiture chez moi parce qu'il y avait de la neige, de faire le transport en commun Québec-Sherbrooke. Ça m'a pris 4h45 dans mon autobus comprenant 3 personnes. Ça m'a coûté plus de 120 $. J'avais beaucoup de courriels en retard. Ça a été efficace. Mais c'est pas comme ça qu'on développe une stratégie efficace en matière de mobilité. Bon, peut-être qu'on aura un train à grande vitesse, la bonne affaire, là, ça va nous prendre quelques années, mais on n'a pas réussi à comprendre l'importance de ce type d'infrastructure. Après, une parenthèse sur infrastructure, parce qu'on a l'impression que ça pouvait être presque à l'opposé, nos deux discours, c'est au contraire très relié, hein? Ce message-là de l'importance d'investir en matière d'infrastructure, incluant dans le transport en commun. Ça signifie qu'en matière d'adaptation au changement climatique, il faut, dans tous les cas, c'est pas une question du ministère de l'Environnement, il faut que dans tous les ministères, on se dise, je construis une nouvelle route, un nouvel hôpital, à quoi va ressembler le climat dans 10, 20, 30 ans? On construit ces infrastructures pour des décennies. Il faut donc systématiquement intégrer nos prévisions climatiques, nos scénarios de ce que ça va donner. Et donc, c'est pour ça qu'en matière d'adaptation, on se dit, dans tous les cas d'adaptation, il faut réfléchir à ces enjeux d'infrastructure adéquatement pour les construire en fonction de ce climat futur qui sera en train de changer. On va essayer d'être bref. Oui, merci. Est-ce qu'il y a une autre question pour un ou des panélistes? Oui. Jean-François Gauthier, HEC Montréal. Je pense que vous avez un peu discuté de la réponse. Si on veut augmenter nos investissements en santé, en éducation, en infrastructure, comment on s'arrange pour réduire les GES? À part le transport en commun. On a-tu des chances? Ben, c'est plus que c'est pas une question de chance, c'est une obligation financière, morale, éthique, environnementale. On n'a juste pas le choix parce qu'on ne peut pas vivre sur une planète à plus 5, donc on a cette obligation. Ou on réussit à la faire la transition tout de suite, de façon la plus positive possible, en se disant comment je réussis à faire des gains simultanément, en travaillant sur les questions d'énergie renouvelable, en travaillant sur mes questions d'adaptation, d'aménagement du territoire. Je construis, je reviens sur le volet infrastructure, un nouvel hôpital à Gatineau, ben, je vais le mettre quelque part pour minimiser mes besoins de déplacement. Je ne vais pas l'installer en périphérie, accessible juste en autoroute. Je vais créer mon problème pour les 40 prochaines années de transport. Fait qu'il y a un enjeu aménagement du territoire fondamental. Il y a un enjeu sortie du volet énergie fossile. C'est pas investir dans un nouveau pipeline, c'est plutôt de se dire comment j'investis dans plus d'efficacité énergétique, comment j'investis dans de nouvelles sources d'énergie renouvelables. Pourquoi on n'est pas en train de systématiquement se dire nos toits vont contenir des panneaux solaires, vont être efficaces, on va faire des bâtiments qui vont être beaucoup plus efficaces du point de vue énergétique, nous coûter peut-être plus cher à la construction, mais à l'usage. Ce coût d'utilisation des infrastructures va devenir moindre et on va gagner collectivement dans cette maîtrise de l'énergie. Ça va rester fondamental. Et il va falloir réfléchir à nouveau sur je finance ça comment? Qu'est-ce que j'ai comme approche? Là, cette idée d'une tarification carbone n'a clairement pas la cote, mais en même temps, ça va nécessiter un ensemble d'investissements. Si ça ne passe pas directement par un principe simple, adopté par l'ensemble des pays de l'OCDE depuis un demi-siècle, ce principe de pollueur-payeur, vous consommez de l'énergie fossile, vous devez assumer ces coûts-là, on va le faire collectivement à travers nos impôts. Ça va être moins efficace, moins pertinent. Et l'idée de mettre en place une tarification pour intégrer ces externalités, c'est pas l'innovation du siècle. Ça date de Pigou. Ça fait plus d'un siècle en économie qu'on se dit c'est la meilleure façon d'y arriver. Donc, il va falloir rechanger le discours et essayer de le dépolitiser. On a réussi à faire ça au Québec. Hein. Je vous le redis, la question du marché du carbone a été adoptée unanimement. Ça fait l'objet, pour l'instant, et j'espère que ça va durer, d'un assez large consensus. Ça a été un échec monumental à l'échelle fédérale. Donc, comment réussir à montrer qu'en matière de politique publique, ce qu'on prend comme décision, c'est efficace et ça crée plus de bien-être. Là, on a une tâche collective là, comme scientifique à faire pour pouvoir réussir à faire cette littératie climatique pour dire
On ne fait pas ça pour vous achaler, vous embêter, vous écœurer, vous compliquer la vie. On fait ça pour qu'à la fin, on crée plus de bien-être. Et donc, on a une démonstration à faire qui va rester essentielle pour mettre en place des outils d'éco-fiscalité essentiels. Ça va passer, on en a parlé tantôt, des objets de tarification kilométrique pour véhicules lourds. On était prêt outillés pour les faire demain matin. Bonne nouvelle, on pourrait faire ça rapidement et choisir quand on va tarifer plus ou moins ce type de véhicule avec les ponts, la congestion de. On peut travailler sur les enjeux sur l'essence, on peut travailler sur les enjeux associés à l'eau, on va travailler sur les questions d'énergie. Les objets possibles d'intervention sont pas illimités, mais sont essentiels à intégrer, sinon on n'y arrive pas. Et les conséquences économiques, si on n'y arrive pas, vont être plus importantes. On a Louis Lévesque qui voulait rajouter un mot. Je veux juste reprendre une partie de votre point de départ. La réponse a eu lieu sur les infrastructures. Puis là, vous avez dit, si on veut investir en éducation et en santé, moi, je dis, les moteurs. Si on regarde les données de dépenses publiques, nous avons investi massivement en santé et en éducation dans les dernières années. Les chiffres que vous montriez tout à l'heure montrent ça. La question, c'est quel résultat obtenons-nous? Je pense que là, on est rendu à l'étape, parce qu'il y a un autre point de base qu'il faut rappeler ce matin. Le Québec a le niveau de taxation le plus élevé à peu près en Amérique du Nord. Et là, on est endetté après avoir augmenté massivement les dépenses. Moi, je m'interroge beaucoup. Le Québec, maintenant, est la juridiction de l'OCDE, à l'exception des États-Unis, qui dépense le plus pour la santé en PIB par habitant, en termes de PIB, excusez-moi, en pourcentage du PIB. Fait que, l'hypothèse que nous avons besoin de continuer d'augmenter les dépenses, je pense qu'on a un enjeu d'efficacité et d'efficience absolument incroyable. Et je ne connais pas le secteur de l'éducation. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de résultats. Mais il y a eu l'emploi dans le secteur de l'éducation a augmenté de 25 % dans les 5 dernières années. Je vais donner la parole à nos deux autres panélistes pour conclure cette période-ci. Juste rapidement, quand on analyse, en fait, on est en train d'analyser un certain nombre d'éléments, on analyse les résultats, mais on analyse rarement la gouvernance. Comment on prend les décisions pour se rendre là? Comment on appuie nos décisions? Est-ce qu'on a fait des prévisions où est-ce qu'on allait dans le futur? Est-ce qu'on informe la population? Et ça ne fait pas partie de la culture. Et même quand on regarde les cadres d'analyse, comment évaluer la gouverne, la littérature est très, très mince là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de littérature pour dire « il y a telle caractéristique dans la gouverne, c'est centralisé, c'est décentralisé, c'est hiérarchique ou whatever », mais il n'y a pas de la qualité. Comment évaluer comment la gouverne d'un secteur ou d'une organisation, je suis moins dans l'organisation, mais comment la gouvernance d'un secteur influence les résultats. Et là, il y a beaucoup de travail à faire. Ça, c'est un endroit où nous, on a investi énormément parce que on sent que c'est là qu'il y a d'énormes failles. Et dans le fond, les résultats de la commission permanente pointaient beaucoup sur les mécanismes de gouverne. Quand on parle de transparence, de publication, d'informer la population, que la population comprenne, c'est tous des éléments essentiels de la gouvernance pour soutenir la prise de décision, mais pour soutenir l'évolution, l'innovation, etc. Et on n'investit pas là-dedans. Et ça, tant qu'on n'investira pas là, on va continuer à se ramasser avec des enjeux, parce que tous les enjeux qu'on a discutés aujourd'hui, c'est des enjeux qu'on discutait il y a 20 ans, et peut-être même plus. Alors, enfin, pour moi, la gouvernance est absolument essentielle. Oui, merci. Je vais pouvoir récupérer les points que j'ai pas pu parler tantôt. Donc, oui, je pense que là où on est rendu, là, une des choses qu'il faut faire quand je montrais les dépenses, c'est de se demander, premièrement, c'est quoi ces dépenses-là? Est-ce qu'on pourrait avoir le détail de ces dépenses-là dans les 20 dernières années? C'est où qu'on a mis cet argent-là? Moi, j'ai essayé de trouver ça, là. Pas réussi à trouver. Combien on met dans le salaire des enseignants, dans le salaire des spécialistes? Quels spécialistes on a? Sont dans quelle école? Est-ce que ça fonctionne, tous ces spécialistes-là qu'on a ajoutés? La presse, les médias font des articles récemment sur nos dépenses et ils montraient très bien que le nombre d'adultes par enfant a augmenté. Est-ce que ça a donné quelque chose, tout ça? Il n'y a pas d'analyse qui est faite. Donc,
l'accès aux données, on en parlait tantôt, je pense que c'est beaucoup à améliorer au Québec. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Moi, je suis quand même assez optimiste, mais l'analyse de programme puis l'analyse de quand on fait quelque chose, est-ce que ça donne quelque chose, ça, on n'est pas rendu là, puis on en a bien parlé dans le panel d'avant. Je pense que la question est d'avant de mettre plus d'argent dans le système, on peut-tu regarder qu'est-ce qu'on a fait, puis est-ce que ça marche, puis est-ce qu'on veut continuer comme ça, puis est-ce qu'on garde autant de spécialistes par enfant, est-ce qu'on en a pour notre argent, est-ce qu'on devrait fonctionner différemment? Je pense que c'est des questions super légitimes qu'il faut se demander, puis au-delà de tout ça, quand on parle de tous les changements qui s'en viennent, l'autre chose en éducation dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais qui est importante, c'est de se demander qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants? Est-ce qu'on enseigne les bonnes choses? Qui décide de ça? Moi, ça fait 5 jours que j'essaie de comprendre c'est qui décide qu'est-ce qui est dans le curriculum, puis il n'y a pas personne qui est capable de donner une réponse claire, alors qu'il y a des choses qu'il va falloir ajouter, puis des choses qu'il va falloir potentiellement enlever pour être préparé à l'avenir. Parce qu'on a parlé des problèmes de productivité, là. Bien, la base, c'est l'éducation. Donc, si on veut avoir une meilleure productivité, il faut une meilleure éducation. Nos résultats en sciences, je ne les ai pas montrés, mais ils ne sont pas top. Puis la productivité passe par notre capacité à être bon en sciences. Pourtant, quand je regarde ce que mon fils fait à l'école en sciences, c'est vraiment cool. Je suis vraiment, honnêtement, c'est hot ce qu'ils font. Puis ils devraient en faire plus de ça. Donc, je pense qu'il y a plein de bonnes réflexions à avoir avant de mettre plus d'argent dans tout ça. Merci de m'avoir donné mon temps. Merci. Merci beaucoup. Ça va conclure notre panel. On a une petite pause de 10 minutes et ensuite, on revient rapidement. C'est le budget pause qui va manger. Écoutez, ce qu'on constate de plus en plus, c'est que compte tenu des problèmes environnementaux, compte tenu de l'ensemble des investissements qu'on doit faire en éducation, etc., on constate que les bénéfices sont loin dans le temps et les coûts sont supportés immédiatement. Alors, évidemment, c'est très difficile dans une démocratie d'accepter ce phénomène-là et d'être réélu aux 4 ans. Donc, vous avez 2 ans, en d'autres mots, parce que vous préparez votre élection dans les 2 dernières années, vous avez 2 ans pour vous préparer. Donc, si vous n'avez pas des choses à montrer immédiatement, et c'est le cas de tous les problèmes d'environnement, je veux dire, les gens regardent ça et ils disent « Ouais, ben, c'est pour l'autre génération, ça. » Je dis, ouais, puis tu dis, ouais, ben tu peux pas penser, tu as des enfants quand même, tu pourrais y penser. Il y a de moins en moins d'enfants, d'ailleurs. Je veux dire, les jeunes se marient, mais veulent pas d'enfants. Donc, en d'autres mots, ce problème-là doit être examiné, expliqué, et comme vous l'avez bien fait, d'ailleurs, vous, là, en environnement, je pense qu'il faut se mettre dans la tête qu'en démocratie, c'est difficile à gérer. Comment peut-on changer notre système politique, éventuellement, pour pouvoir tenir compte de cet ensemble de problèmes-là et expliquer à la population, comme vous l'avez bien fait en environnement, comme on l'a fait en éducation, comme on l'a fait en infrastructure, je pense que les gens sont suffisamment intelligents pour comprendre que l'environnement a changé. Je veux dire, si on recule de 40 ans, je veux dire, souvent, on avait des bénéfices à plus court terme pour les coûts qu'on supportait. Maintenant, les bénéfices s'éloignent de plus en plus et les coûts sont astronomiques à court terme. Et évidemment, il n'y a pas un politicien qui peut endurer ça en démocratie. Je pense que c'est ça le gros problème. Je pense qu'on va prendre ça comme un pivot. Le prochain panel, c'est sur les enjeux politiques et comment est-ce qu'on arrive à faire des réformes. Donc, je pense qu'on va aller à la pause et on revient avec ce panel. Avant la pause, je vais quand même, si tu veux, en 15 secondes, vous dire qu'en réponse à ça, dans le rapport qu'on a publié l'année passée sur le bilan de l'action climatique, 2 éléments essentiels, 3, les enjeux de fiscalité, bien sûr, essentiels, mais attention à ces enjeux d'équité pour éviter qu'un groupe de la population décroche complètement. Un autre élément fondamental, mobiliser l'ensemble des acteurs de la population. Sinon, on n'y arrive pas. Ce n'est pas un décret d'un Conseil des ministres qui réussit à faire cette transition. C'est banalement une espèce de vision de société. C'est moins à la mode, mais ça demande une forte mobilisation.